Au Brésil, Max Verstappen a certainement remporté la plus belle victoire de sa carrière dans un Grand Prix qui entrera au panthéon de la Formule 1. C'est aussi l'une des plus grandes remontées de l'histoire de ce sport, en effet il partait 17ème sur la grille, comme un certain Kimi Raikkonen à Suzuka en 2005, ou bien John Watson en 1982 à Détroit. Néanmoins, certains ont déjà fait mieux, 3 pour être plus précis, Rubens Barrichello à Hockenheim en 2000, Bill Vukovic lors des 500 miles d'Indianapolis de 1954, et puis John Watson, toujours lui, à Long Beach en 1983. S'imposant depuis la 22e place sur la grille, l'Anglais détient ce record depuis plus de 40 ans. Retour sur cette histoire. John Watson participe à son premier Grand Prix de Formule 1 chez lui à Silverstone en 1973 au volant d'une Brabham. Course qui se solde sur un abandon pour problème mécanique, mais bon, il faut dire qu'à l'époque les soucis de fiabilité sont monnaie courante, ce qui explique qu'il abandonne sur 58 des 152 Grands Prix auxquels il participe. Et oui, 152 Grands Prix, c'est quand même vraiment pas mal pour l'époque. Faut se rendre compte qu'à ce moment-là, on tourne à une quinzaine de courses par an, donc ça fait 10 saisons en Formule 1, ce qui est comparable à de très grands pilotes, comme Emerson Fittipaldi, Mario Andretti ou encore Niki Lauda. En fait, John Watson, c'est un petit peu un Daniel Ricciardo, dans les résultats et dans le pilotage. C'est un très bon pilote qui reste assez longtemps, qui est capable de quelques fulgurances, de sublimer une voiture dans ses meilleurs jours, qui fait des dépassements exceptionnels, mais qui manque quand même de régularité. Et bien qu'il n'ait jamais eu la voiture pour jouer le titre, le Britannique décroche quand même 5 victoires, 2 pole positions et 20 podiums. Son premier succès survient en 1976 au volant d'une Penske, oui, la marque mythique que vous connaissez en IndyCar, qui a également fait 3 petites saisons en Formule 1 pour une seule victoire avec John Watson, donc en Autriche. Et ce jour-là, le Britannique, qui était notamment reconnaissable à son imposante barbe, respecte le pari qu'il a fait avec Roger Penske de la raser s'il remporte la course. Et depuis, on ne l'a plus jamais vu avec une barbe en Formule 1. Lorsque Penske se retire, il fait son retour chez Brabham, qui est alors en pleine expansion, sous la direction de Bernie Ecclestone. Un an plus tard, il est rejoint par Niki Lauda, et tous deux pilotent la fameuse Brabham BT46, celle avec un aspirateur sur le train arrière. Watson décroche quelques podiums, mais aucune victoire durant ces 2 saisons, et puis s'en va poser ses bagages chez McLaren pour un mariage 100% britannique. Les saisons 1979 et 1980 sont assez compliquées pour lui, il se fait dominer par son jeune coéquipier Alain Prost, sans vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui lui vaut le surnom de John What's Wrong. Mais en 1981, alors que Ron Dennis arrive à la tête de l'équipe, il décroche la 2e victoire de sa carrière chez lui à Silverstone, une magnifique récompense. Puis vient l'inqualifiable saison 1982, qui est aussi extraordinaire que dramatique. Alors que les 2 pilotes Ferrari sont promis au titre, chacun de leur destin va être brisé. À Zolder, Gilles Villeneuve se tue en essai libre, puis à Hockenheim, Didier Pironi subit un terrible accident et passe proche d'une amputation de sa jambe droite. Ces événements rebattent également les cartes sur le plan comptable, et c'est finalement Keke Rosberg qui décroche le seul et unique titre de sa carrière en n'ayant remporté qu'une seule course dans la saison. John Watson, quant à lui, a vécu la meilleure année de sa carrière sur le plan des performances, avec 2 victoires et une 3e place au classement pilote. Alors la première de ces victoires survient à Zolder, au lendemain de l'accident de Villeneuve, et puis la deuxième, c'est vraiment sur celle-là que je voulais m'arrêter, a lieu 2 courses plus tard à Détroit, sur un circuit qu'il déteste, et alors qu'il a subi un accrochage en qualification, il va finalement s'imposer en partant de la 17e place. Ce jour-là, Watson est en feu. Il double ses concurrents 1 à 1. Dans le 33e tour, il en double même 3 en un tour, dont Pironi et Lauda. C'est un de ces jours où le pilote est juste sur une autre planète. Il est absolument intouchable et il décroche ce qui est alors la plus belle victoire de sa carrière. Sachant qu'il s'impose avec 25 secondes d'avance, tout en ayant pris 10 secondes de pénalité. Tu pouvais rien faire. Il s'agit alors de la plus grande remontée de l'histoire de la Formule 1, hors Indy 500. Mais c'est un record qui tiendra 1 an à peine et qui sera battu par Watson lui-même sur un autre circuit en ville aux États-Unis. Entre les États-Unis et la Formule 1, vous le savez, c'est une histoire de je t'aime moi non plus. La catégorie reine a visité pas moins de 12 circuits sur le territoire américain sans jamais parvenir à s'y installer durablement. Pourtant, les États-Unis étaient au programme du tout premier calendrier de l'histoire de la Formule 1 par l'intermédiaire de l'Indy 500. Et oui, entre 1950 et 1960, chaque année, l'Indy 500 faisait partie du championnat du monde de Formule 1, mais ça n'avait pas vraiment de sens parce que les Américains ne venaient que pour l'Indy 500 et ne participaient pas au reste de la saison européenne, et à l'inverse, les Européens faisaient toute la saison sans venir à l'Indy 500. Donc il n'y avait
pas vraiment d'intérêt à laisser cette course au calendrier. Après avoir essayé une fois Riverside puis Sebring, la Formule 1 va poser ses valises à Watkins Glen, le circuit qui va rester le plus longtemps au calendrier, puisqu'il y est présent pendant 20 saisons consécutives, jusqu'en 1980. Même si cette piste avait fini par devenir un incontournable du championnat, elle était surtout devenue trop dangereuse. Le tracé n'était plus aux normes de sécurité. En 1973, François Sever y trouve la mort, et malgré quelques travaux, la Manche va finalement disparaître en raison de soucis de financement. Pour autant, les États-Unis ne disparaissent pas du calendrier, loin de là. Au contraire, au début des années 80, les candidats se multiplient. 7 courses sont organisées à Détroit, 2 sur le parking du Caesars Palace, on en a déjà parlé, ou encore une autre à Dallas. Et parmi tout ça, on va alors créer le Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach en Californie, par opposition à la course de Watkins Glen qui elle a lieu dans l'état de New York. Long Beach est une ville portuaire située à peine 30 km du centre de Los Angeles et qui va devenir la première à accueillir un Grand Prix en ville aux États-Unis en 1976. Le circuit est un peu un Bakou avant l'heure. Il est en ville donc avec une très longue ligne droite, pas complètement droite, et beaucoup de virages à 90 degrés, ce qui le rend très rapide, peut-être même un petit peu trop au début à vrai dire, puisqu'une chicane va être ajoutée pour casser le rythme dans cette longue ligne droite. Pour beaucoup, c'est l'un des circuits américains les plus réussis, il propose toujours un grand spectacle et il a une véritable identité. Faut se rendre compte qu'à l'époque, on n'a que 3 grands prix en ville, avec Monaco et le Canada, et celui-ci est en plus situé au bord de la mer. D'ailleurs, je vous parle de spectacle, sachez qu'en cette édition, il y a eu 7 poleman et 7 vainqueurs différents. Pas trop mal. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté plus longtemps au calendrier. Et bah la raison, c'est toujours la même. L'argent. Et oui, à ce moment-là, la Formule 1, les constructeurs étaient très exigeants envers les promoteurs, si bien que malgré une très bonne fréquentation, les bénéfices étaient assez maigres, et du coup, ils vont plutôt se tourner vers le kart, l'ancêtre de l'IndyCar, qui est alors un championnat en pleine expansion, et preuve que le circuit était très réussi, il est aujourd'hui toujours au calendrier de l'IndyCar. Maintenant que l'on a posé le contexte, on va s'intéresser plus spécifiquement au 7e et dernier Grand Prix disputé à Long Beach. C'est la deuxième manche de la saison 1983 de Formule 1. En 1983, la F1 c'est un sacré bordel. On sort donc de l'inqualifiable saison 1982 et pour la première manche, c'est le champion du monde 81, Nelson Piquet, qui s'impose à domicile. Bon, je vous fais pas toute l'histoire de la saison, mais pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance, en 1983, il y a 8 pilotes issus de 6 écuries différentes qui remportent un Grand Prix. Je vais pas vous dire que tout le monde peut gagner une course, mais on en est quand même pas loin. En arrivant à Long Beach, l'ambiance est celle de la fin d'une aventure. Bernie Ecclestone et le promoteur ne cessent de s'envoyer des pics pour se rejeter la faute, et les pilotes ont aussi de bonnes raisons d'être mécontents. En effet, un hôtel a été construit sur l'un des virages les plus spectaculaires du circuit, ce qui fait que l'ex-dernier secteur doit être retracé pour laisser place à des virages beaucoup plus serrés, tandis que la voie des stands est déplacée sur la longue ligne droite, et que l'entrée de celle-ci se trouve dans une courbe, ce qui est extrêmement dangereux. Histoire de rendre les pilotes encore plus furieux, ces derniers ont la surprise de découvrir un dos d'âne au milieu de la piste pendant les essais. Mais dans quel univers, en préparant la piste, en mettant tout en place, tu te dis pas là à mon avis ça décolle quand même. Et le vendredi donc, les voitures décollent à plus de 250 km/h. Une aberration totale. Alors heureusement le dos d'âne est rasé pendant la nuit et remplacé par une plaque de ciment, mais déjà, rien que d'y penser, ça paraît fou. En plus de ça, il règne alors une atmosphère de suspicion dans le paddock à l'encontre du champion du monde en titre. Keke Rosberg est accusé d'avoir profité d'un boost en qualification sur sa Williams lors du dernier Grand Prix au Brésil. Alors qu'il avait pris la pole position, son écurie est soupçonnée d'avoir utilisé du nitrogène pour gagner en vitesse de pointe. Même si ça n'a jamais pu être prouvé, Rosberg a finalement été déclassé au Brésil pour une autre raison, parce que ses mécaniciens ont poussé sa monoplace, ce qui le rend furieux. L'ambiance est donc assez électrique à Long Beach, qui est déjà un circuit spectaculaire en règle générale. Ajoutez à cela que beaucoup d'équipes apportent des améliorations sur leur voiture. Bref, il est à peu près impossible de prédire le résultat. En qualification, ce sont 2 Français qui monopolisent la première ligne au volant de 2 Ferrari. La classe quand même. Patrick Tambay signe sa première pole juste devant René Arnoux, suivent les 2 Williams de Keke Rosberg et Jacques Laffite. Derrière, la très mauvaise surprise provient des pilotes McLaren, John Watson et Niki Lauda, seulement 22e et 23e sur la grille, à 4 secondes de la pole position.
C'est assez terrifiant, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de circonstances atténuantes. La voiture manque juste énormément d'adhérence, ce qui peut être dû au fait qu'à l'époque elle est une des seules à ne pas avoir de turbo parmi les écuries de pointe, donc elle a plus de mal à mettre en température ses gommes, et également qu'elle est équipée de pneus Michelin qui n'ont pas de rythme en qualification. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, on a 3 manufacturiers de pneus en Formule 1, Michelin, Goodyear et Pirelli, et que selon les circonstances, si on est en qualif, en course, les différences entre les 3 pneus peuvent être assez massive. La stratégie va donc jouer un rôle important, d'autant que l'on part pour 75 tours. Autant vous dire qu'il y a le temps de se planter ou de remonter. Au départ, Keke Rosberg jaillit littéralement de sa 3e position. Dans une grande embardée, il touche Arnoux, mais parvient à s'emparer de la 2e place. Le Finlandais est survolté, bien décidé à prouver qu'il est à la hauteur du numéro 1 sur sa monoplace. Quelques virages, il se jette sur la Ferrari de Tambay, mais perd le contrôle de sa monoplace à haute vitesse, effectuant une magnifique figure de style, un 360 assez exceptionnel, et pour l'anecdote, il perd le contrôle exactement à l'endroit où le dos d'âne avait été rasé. Alors qu'un groupe se forme à l'avant, la remontée des McLaren a quant à elle commencé assez timidement. Après 10 tours, ils ne sont que 18e et 19e, sachant que Lauda a dépassé Watson. Néanmoins, tous deux sont équipés de pneus durs et commencent petit à petit à monter en puissance. Ils vont doubler les pilotes les uns après les autres, bénéficier aussi de quelques erreurs et revenir en quelques tours aux portes du top 10. Au 26e tour, la course s'emballe. Tambay sort un peu large et Rosberg retourne à l'attaque, il plonge à l'intérieur, mais le Français ferme la porte et les deux pilotes s'accrochent. La Williams harponne la Ferrari, c'est l'abandon pour Tambay, et Jacques Laffite pense à ce moment-là prendre les commandes de la course. Néanmoins, Rosberg agit comme s'il ne l'avait pas vu et tasse son coéquipier contre le mur, ce qui surprend Jarier juste derrière, lequel percute finalement le Finlandais. Cette fois, c'en est fini pour Rosberg. Derrière, certains s'arrêtent, d'autres s'accrochent et les McLaren surgissent. Dans un moment un petit peu confus, elles parviennent à se hisser dans le top 4. Lauda est alors sur le podium, si bien qu'à ce moment-là, l'Autrichien a gagné 20 places depuis le départ. Et nous ne sommes pas encore à la mi-course. Malgré tout, les McLaren ont encore une vingtaine de secondes de retard sur Laffite et Patrese en tête de la course, et elles vont d'abord se retrouver en piste. Au 33e tour, Watson prend l'avantage sur Lauda, un dépassement qui va s'avérer crucial pour la fin de course. L'Anglais passe alors à l'attaque et revient à un rythme impressionnant. Il bouge plus de 15 secondes en une dizaine de tours. Il faut dire qu'à l'avant, les pneus Goodyear de Jacques Laffite, pourtant très efficaces en qualification, sont en train de s'effondrer. Watson n'a même pas à s'inquiéter de Patrese devant lui, puisque lorsqu'il se monte dans ses rétroviseurs, celui-ci commet une erreur et laisse filer les deux McLaren, désormais 2e et 3e. Dans le 45e tour, Laffite ne peut plus rien faire et laisse filer les deux pilotes coup sur coup. Partis 22e et 23e, voilà les deux McLaren en tête de la course. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il reste encore 30 tours, mais qu'il ne va plus rien se passer en piste. Les McLaren vont juste s'envoler, collant plus d'1 minute au 3e et 1 tour au reste du monde. Ce 27 mars 1983, John Watson remporte la dernière, mais sans doute la plus belle victoire de sa carrière. Parti 22e, il signe la plus grande remontée victorieuse de l'histoire de la Formule 1 en gagnant 21 places, soit autant que son coéquipier juste derrière lui. C'est ça aussi qui est fou, c'est que le jour où il y a la plus grande remontée de l'histoire, il y a son coéquipier juste derrière qui gagne exactement autant de places. À eux deux, les deux pilotes McLaren ont gagné 42 places durant cette course. C'est une page de l'histoire qui s'écrit. Cela fait maintenant plus de 40 ans que ce record est en place, et il ne semble pas prêt de bouger. À vrai dire, à l'heure actuelle, il est même impossible de le battre, tout simplement puisque l'on n'a que 20 voitures sur la grille. John Watson aura, par cette course, marqué l'histoire de son sport, et en plus de souligner cet exploit, il faut quand même saluer le fait qu'il bat Niki Lauda, qui allait devenir triple champion du monde un an plus tard. Mais malgré cette performance, le Britannique ne parviendra pas à sauver sa place en fin de saison, alors qu'il est en fin de contrat. Il est remplacé chez McLaren par un certain Alain Prost.